puis, Jean-Yves, est-ce que vous avez une idée de cadeau, par exemple? Une idée de cadeau? Bah oui, je crois que ceux qui nous regardent pourraient nous faire un cadeau qui serait d'apporter un don à TV Liberté, parce que sans don, TV Liberté ne peut pas fonctionner. Cette émission, elle a un coût. Personnellement, je fais ce travail de titre gracieux, mais vous avez une carrière à faire, vous avez une famille à nourrir, et donc vous êtes rémunéré, ce qui est normal, de manière décente, ce qui est normal. Et puis il y a un réalisateur derrière, il y a un illustrateur, il y a des locaux. Tout ça coûte de l'argent, et TV Liberté ne vit que de l'argent de ceux qui la regardent, ce qui lui permet d'être libre, parce que TV Liberté ne dépend pas de la publicité, mais c'est à vous d'assurer la liberté de TV Liberté, aider TV Liberté. Bravo Jean-Yves, merci à tous, encore une fois, de suivre notre émission et de la faire vivre finalement jusqu'à son 400e numéro et jusqu'à encore plein d'autres numéros, nous l'espérons. On passe tout de suite au sommaire de la semaine. Alban Gervaise a été inhumé cette semaine, médecin militaire égorgé devant ses enfants à Marseille. La réaction du corps des armées va tout simplement vous choquer. La fin est proche, selon les médias. Nous allons revenir sur le matraquage forcené de la propagande du GIEC sur les plateaux de télé, un petit peu comme la semaine dernière, mais cette fois avec l'angle caniculaire. Note du bac trafiqué, Jeanne d'Arc. Alban Gervaise, ce médecin militaire égorgé par un islamiste devant ses enfants à Marseille le 10 mai, a été inhumé. Dans la mort comme dans l'agonie, finalement, son histoire n'a pas fait couler beaucoup d'encre. Le service santé armée a choisi pour Alban Gervaise une cérémonie militaire émouvante et discrète avant ses obsèques, Jean-Yves. Le maître mot étant donc discret, puisque le ministre des Armées n'a pas fait le déplacement. Non. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que cet homme, ce militaire, a été tué devant l'école de ses enfants. Il n'a pas été tué, il a été égorgé au cri de Allah Akbar, ce qui est évidemment une manifestation de terrorisme islamique, c'est évidemment un acte politique, et c'est tout à fait étouffé. Effectivement, le communiqué du service de santé des armées est significatif, discret. Surtout, n'en parlons pas. Il faut dire que l'église, la paroisse, n'est pas non plus extrêmement claire, puisque entre deux messes à la mémoire de ce défunt, ils ont organisé une journée d'échange festive et familiale avec des musulmans. Alors, on dira des représentants musulmans, on dira à leur décharge. Ils ont choisi d'éviter un imam salafiste, choisi d'éviter un imam frère musulman, ils ont pris un soufi, le soufisme étant une version un peu plus douce, si on peut dire, de l'islam, puisque le djihad dans le soufisme est un djihad spirituel et personnel. Voilà. Mais enfin, est-ce que c'est très pertinent ? On peut se poser la question. On est en raison de se le demander, surtout justement, comme vous l'avez dit, on le voit bien sur le planning finalement de la paroisse. Messe en hommage à Alban Gervaise, cette rencontre festive avec des musulmans au sein de l'église, et ensuite une deuxième petite messe pour clore le sujet finalement. Voilà. Et en parlant, Jean-Yves, d'image de la semaine, notre image de la semaine a eu quelques petites réactions la semaine dernière. Vous savez, on a parlé du rassemblement des SUF à Chambord pour leurs 50 ans du mouvement. Et on a également parlé du pèlerinage Paris-Chartres, avec un commentaire assez, somme toute, élogieux et encourageant. Nous avons cependant emprunté une vidéo au deuxième pèlerinage, en fait, au premier pèlerinage qui existait, selon vos dires. Celui de Chartres-Paris, qui est organisé par la fraternité Saint-Pédis. Donc merci aux spectateurs qui nous a fait remarquer cette petite erreur. On fera attention pour la prochaine fois. En attendant, on passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, le climat, épisode 2, finalement, qui fait écho à celui de la semaine dernière. Disparition de la faune, température caniculaire et feux de forêt, le réchauffement climatique a encore une fois bon dos dans les JT. La disparition des hérissons, Jean-Yves, les températures caniculaires qui vont faire cramer la France, des feux de forêt en pagaille, évidemment dus au réchauffement climatique, Jean-Yves. La fin est proche, selon TF1 et France 2. Petit récapitulatif de la propagande collapsologue de la semaine, on regarde. Il va falloir s'y habituer. Les épisodes de canicule vont être de plus en plus nombreux. C'est lié au réchauffement climatique. Le changement climatique que nous avons engagé
est irréversible. On ne reviendra pas en arrière, on ne connaîtra plus le climat du XXe siècle. Au cours de nos vies, les températures ne vont pas cesser d'augmenter. La canicule qui arrive va être exceptionnelle par sa précocité et son intensité. Avec le réchauffement climatique, finalement, on s'aperçoit que les périodes de forte chaleur sont de plus en plus précoces. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Dans le département, les feux sont de plus en plus fréquents. Indéniablement, le réchauffement climatique commence à produire des effets que l'on voit, nous, finalement, d'année en année. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors, quelques remarques. Ça fait très peur. D'abord, quelques remarques. Et ça donne chaud. Ça donne chaud. Le mot canicule, il doit être utilisé pour une réalité, c'est-à-dire une chaleur très forte pendant plus de 3 jours et avec le fait que les températures ne descendent pas dans la nuit par rapport au jour. Est-ce que c'est le cas? Ça reste à déterminer puisque les météorologues, et non pas les climatologues, expliquent que c'est une vague de chaleur qui sera courte. Une vague de chaleur en juin, mi-juin, c'est quand même pas un phénomène absolument aussi ahurissant qu'on veut bien nous le dire. C'est la première remarque. Et puis, cette espèce d'affolement est quand même tout à fait excessif. En ce qui concerne les feux de forêt, alors c'est vrai que les forêts peuvent brûler l'été. Il faut quand même savoir que si on compare les années 95 à 2015 en surface brûlée en France, par rapport aux années 75-95, les surfaces brûlées ont diminué des 2/3. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de feux de forêt, mais ce qui veut dire qu'ils sont maîtrisés par une politique. Il n'y a pas beaucoup de domaines où la politique française est satisfaisante. C'est relativement le cas pour les feux de forêt, par une politique d'entretien des forêts, par une politique de prévention, par une politique, une stratégie d'attaque des feux naissants. Il y a une assez bonne maîtrise des feux de forêt. En tout cas, il n'y a pas eu de très nombreuses surfaces brûlées depuis 2003. Et les années où il y a eu aussi de très grands feux brûlant 75 000 ou 100 000 hectares au cours de la saison estivale, il faut remonter à 90, 91. Donc c'est plutôt une affaire qui est maîtrisée, mais et qui va être évidemment exploitée par les théoriciens de l'alarmisme climatique, peut-on dire, alors que dans un feu de forêt, il y a plusieurs éléments. Il y a la chaleur. On peut dire que la chaleur peut être liée effectivement au réchauffement climatique, c'est évident. Mais il y a aussi le vent et il y a aussi la sécheresse, qui sont 2 éléments dont on ne sait pas trop encore aujourd'hui quelle est la relation du réchauffement climatique par rapport à l'évolution des vents et par rapport à l'évolution de la sécheresse. Or, ce sont des éléments qui sont absolument déterminants dans les feux de forêt. Donc, voilà, on va parler de feux de forêt en été, parce qu'en été, il y a des feux de forêt, mais il peut y avoir une disproportion médiatique entre la surface médiatique occupée et la surface réellement brûlée. Surtout, on peut se questionner un petit peu sur la pertinence des personnes choisies. On a un pompier qui nous parle de réchauffement climatique. Alors, il est certainement très doué pour éteindre des feux, mais pour savoir d'où ils viennent, c'est peut-être un petit peu plus flou. On a également une météorologue de France TF1. Je crois que c'est la chef du service météo qui nous explique que c'est le réchauffement climatique. On n'est pas face à des experts, finalement, Jean-Yves. Non, et puis alors surtout, il y a là où il faut avoir quelques doutes. Je voudrais rappeler, on en avait parlé dans Immédiat il y a quelques années, le monsieur météo de France 2, Verdier, a été révoqué, licencié, parce qu'il avait publié un livre jugé climatiquement incorrect. Dans ce livre, d'ailleurs, il ne remettait en cause ni le réchauffement climatique, ni même son origine anthropique. Il expliquait simplement
que le réchauffement pouvait aussi avoir des aspects positifs. D'accord. Par exemple, s'il y a du vin en Angleterre, c'est pas forcément une catastrophe. Bon, je passe les détails. Mais il faut savoir qu'il avait été révoqué pour délit d'opinion climatique. Voilà. Donc, à partir du moment où quelqu'un est révoqué pour délit d'opinion climatique, ceux qui suivent et qui en parlent, on peut penser qu'ils ne sont pas tout à fait libres de dire les choses telles qu'elles sont. Ils sont obligés de dire les choses telles qu'ils doivent les dire. Effectivement, Jean-Yves, j'ai l'impression que c'est un petit peu la clé de voûte de ce sujet. En attendant, on va écouter tout de suite le mari d'Emmanuel Vargon qui s'expliquait sur BFM et qui est justement chef des urgences. Il va nous expliquer un petit peu comment combattre la canicule. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est boire de l'alcool. Et même la bière, c'est sympa, la bière, quand il fait chaud. Mais c'est diurétique. Ça fait pisser, en français. Et 2, l'alcool, ça déshydrate. Alors, typiquement, c'est le médecin de plateau qui s'affirme avec beaucoup d'autorité plus ou moins frelatée. Pourquoi il est médecin de plateau ? Parce que c'est le mari d'une ministre macroniste, une ministre du logement, ministre de Macron d'ailleurs, qui n'a pas été retenue, et qui a été licencié par les électeurs au premier tour des législatives. Voilà. Donc il a un peu la gueule de bois électorale, ce garçon, ce qui explique sans doute qu'il parle d'alcool. En nous disant qu'il faut arrêter, il a peut-être eu le verre de trop. Finalement, les canicules, le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça inspire, Jean-Yves ? C'est changer nos méthodes de consommation et surtout changer un peu notre manière de consommer et de produire l'énergie, l'électricité du moins. On regarde tout de suite un reportage sur ce sujet. Le gouvernement souhaite également aider les ménages les plus précaires avec une promesse, un véhicule électrique pour 100 € par mois maximum. Pour rendre ces tarifs plus accessibles, l'État devrait mettre 50 millions d'euros sur la table. Une aide supplémentaire de 42 € par mois pour 100 000 voitures électriques. Un coup de pouce destiné aux plus modestes. Aux États-Unis, quand les terrains manquent, c'est sur l'eau que les panneaux solaires trouvent leur place, comme ici. Dans le désert israélien, ces 50 000 miroirs réfléchissent la lumière vers le haut de cette tour pour transformer de l'eau en vapeur. En Chine, à perte de vue ces montagnes, livrées aux capteurs solaires. Et des paysans, aujourd'hui la France ne produit que 2,2% d'énergie photovoltaïque. C'est 3 fois moins que l'Allemagne ou l'Italie. Alors, il faut reconnaître, mais c'est peut-être une coïncidence, que la campagne sur la canicule, sur le réchauffement climatique, vient à un point nommé au moment où l'Union européenne vient d'interdire les voitures thermiques à partir de 2035, ce qui aura évidemment un coût important en termes de pouvoir d'achat, parce que pour le moment, les voitures électriques coûtent cher, beaucoup plus cher, et il faudra bien que les gens finissent par payer, que ce soit les contribuables ou les particuliers. Et s'ils n'ont plus de boulot, à l'usine Renault, ça va être un peu plus compliqué de s'acheter une voiture aussi. Et en plus, il y a le transfert des emplois vers la Chine. Bon, voilà. Donc, on fait passer l'affaire au nom du réchauffement climatique. Je dois dire que moi, ce que je trouve le plus effrayant dans ce reportage, c'est au nom de la lutte pour le climat, l'artificialisation croissante des sols, parce que le panneau solaire, c'est soit sur des habitations que ça enlaidit, soit sur des espaces agricoles que ça détruit. Et je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais il y a un excellent livre qui s'appelle « Le climat qui cache la forêt » et qui explique toutes les conséquences catastrophiques en termes d'environnement de l'obsession climatique. Et je dois dire que ces reportages où on voit la Terre se remplir, s'artificialiser pour mettre des panneaux solaires est tout de même assez effrayant. Alors je sais quand même que certains millionnaires et milliardaires nous regardent. Rassurez-vous, les voitures de luxe comme les Ferrari ou les Bugatti ne seront pas touchées par cette interdiction du moteur thermique en 2035. Vous pourrez continuer de rouler en faisant beaucoup de bruit et beaucoup d'émissions carbone en toute tranquillité. À ces milliardaires qui nous regardent, je leur dis, entre 2 achats de Bugatti et de Ferrari, n'oubliez pas de faire votre chèque de soutien à TV Liberté. Mais oui, éco-responsable en plus. Voilà. Merci Jean-Yves, on passe tout de suite à notre revue de presse hebdomadaire.
Le monde de la culture est sclérosé par les dérives idéologiques des constructionnistes, me direz-vous? Oui, mon capitaine, vous répondrai-je. Après l'affaire de la discrimination à l'embauche de l'Opéra de Paris que nous avions traité précédemment, nous allons vous donner un autre exemple aberrant de ce scénario. Pouvait-on changer de genre au Moyen-Âge? Vivre en homme et devenir sainte? Naître fille et finir chevalier? Ce sont les questions capitales et importantes et, enthousiasmantes que se pose finalement le musée de Cluny. Donc, c'est pas à l'abbaye de Cluny, mais c'est le musée de Cluny à Paris, puisqu'ils organisent une conférence de Clovis Maillet, qui a publié un bouquin en 2020 nommé « Les genres fluides de Jeanne d'Arc aux saintes trans ». Alors, on voit bien la démarche est une démarche de propagande. Cet auteur fait un livre sur un thème dont il pense que les médias parleront. Et le musée de Cluny, qui vient de se rénover, dans sa phase de lancement, l'invite parce qu'il sait qu'il va le faire un peu de buzz médiatique sur un sujet qui est vraiment tout à fait tendance. Alors, je ne sais pas comment est le nouveau musée de Cluny, dans sa nouvelle forme. C'est un très beau musée où il y a vraiment de très belles choses. C'est le musée du Moyen-Âge à Paris. Il y a des tapisseries exceptionnelles, notamment la dame à la licorne. Alors, je ne sais pas quel est le genre de la licorne, à vrai dire. Peut-être un sujet que je signale. Difficile à dire. Il faudra qu'on se pose la question chez France Culture, comme d'habitude, qui fait la promotion de ce genre d'événement. Je tiens à souligner, Jean-Yves, que vous savez, le livre « Le Puits du Faux », écrit par 3 historiens et qui expliquait que le Puy du Fou réécrivait l'histoire et empoisonnait les esprits avec des représentations qui incitaient le roman national, etc. Ça avait fait un tabac médiatique. On nous expliquait que réécrire l'histoire, c'était mal. Et puis là, finalement, quand le musée de Cluny, quand c'est dans l'autre sens avec Jeanne d'Arc qui est trans, tout va bien, mon capitaine. Alors là, il faut bien comprendre la logique. C'est-à-dire, un thème permet de dire à un auteur, il va proposer à un éditeur un livre, un thème. Et si le thème est politiquement correct, c'est-à-dire Jeanne d'Arc est trans, ou le Puy du Fou, c'est le Puy du Faux, l'auteur va pouvoir dire à l'éditeur, on va faire beaucoup de médias, et donc l'éditeur pourra mettre les livres en pile dans les librairies ou les grandes surfaces. Donc il y a une logique de propagande qui fait que... Et après, on parle du livre et la propagande s'auto-entretient, si vous voulez. Et toujours avec le même véhicule des médias. Point positif maintenant dans le traitement médiatique de l'affaire du Stade de France. Alors, je ne pensais pas prononcer cette phrase un jour dans ma vie. Il faut qu'on soit équilibré. Mais... Si les médias font de bonnes choses, ça peut arriver. Les médias, le grand chemin, on le dit. Oui, c'est étonnant, je suis agréablement surpris. Les témoignages donc des supporters anglais ont été largement relayés par de grands organes de presse français depuis le début du mois. Paddy Pimblett, par exemple, l'étoile montante anglaise de MMA, c'est-à-dire les combats libres, vous savez, avec les pieds, les poings, les coudes, les genoux, etc., était présent au match et ses prises de parole ont fait le tour de la toile et des médias. In a cage, it's one-on-one. When we came out of that ground, there was groups of 30 men running around in big packs, and just some of them had weapons, you know what I mean? Some of them had machetes and knives and bars and stuff like that, and bats, and you just had to try and get away from the ground, but people were getting pinned to the floor and getting watches. And cette semaine, c'est Paris Match qui consacre sa une aux supporters anglais en disant « Liverpool en colère, retour sur le scandale du Stade de France. Nous avons retrouvé les victimes du fiasco. » C'est bien. C'est bien. Alors, l'affaire n'est pas complètement sortie des radars. Elle a été très peu évoquée dans les JT et de manière très, très pasteurisée dans les jours qui ont suivi. Puis après, on est passé à autre chose. Mais Paris Match, c'est quand même un média important. La presse people, c'est un sujet people aussi. Voilà. Le vrai sujet est aussi la destruction des images. Qui est assez peu explicable, sauf par la volonté, effectivement, de supprimer les preuves à la fois du forfait des racailles et du forfait du ministre de l'Intérieur qui a menti.
Exactement. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi cette histoire de destruction des images, les vidéos ont été supprimées. Toutes les vidéos des caméras du Stade de France, il y en a à peu près 220, ont été supprimées sous prétexte qu'elles n'avaient pas été réquisitionnées par la justice dans un délai de 7 jours. Alors, c'est un petit peu une tradition française de supprimer les images, Jean-Yves. Une sorte d'iconoclasme contemporain peut-être. Attentat, la justice demande à la ville de Nice de supprimer des images de vidéosurveillance. On se rappelle de ce titre de presse en 2016, par exemple, qui faisait suite aux attentats à Nice. On écoute tout de suite Le Parisien qui a fait une vidéo assez intéressante à ce sujet. Sur la vidéosurveillance, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Réquisition qui n'a pas eu lieu, alors que la justice a été saisie dès le samedi soir ? La justice a été saisie sur la base de l'article 40 sur la fausse billetterie. Et tout de suite, un autre regard sur la destruction de ces images par Monsieur Scholler sur les ondes de Radio Courtoisie, Libre Radio. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, ces images, elles doivent encore exister. Alors oui, il y a une grande partie des images qui doivent exister, puisqu'encore une fois, les flux d'images arrivent à trop d'endroits différents pour que personne n'en ait capturé au moins une partie. Et par ailleurs, il y a 220 caméras qui filment H24. Il y a vraiment des caméras partout, en fait, puisqu'il y a cette obligation d'être capable de repérer les fauteurs de troubles, de les reconnaître, d'intervenir très rapidement. À l'époque, en tout cas, on les gardait jusqu'à 1 mois et on effaçait que au bout de 7 jours, quand il n'y avait pas eu d'événement, et c'était plutôt au bout de 15 jours, en fait, quand il y avait des circonstances qui s'étaient passées, qui nécessitaient une enquête de police. Mais ça pouvait tout simplement être des vols, vols de papier ou autre, et ça suffisait à ce qu'on garde les vidéos un peu plus longtemps. En fait, ça prouve que les images n'ont pas été détruites automatiquement, c'est qu'on les a laissées se détruire. On les a plutôt détruites d'ailleurs rapidement, puisqu'elles peuvent rester 15 jours, voire 1 mois, et beaucoup plus longtemps en cas de réquisition judiciaire. On les a poussés un petit peu dans le précipice. Alors, les épreuves du bac touchent à leur fin pour l'année 2022, et cette année encore, le système d'harmonisation des notes hérisse le poil de beaucoup de professeurs qui ont passé des heures et des heures à corriger des copies souvent infâmes et un petit peu bateau, Jean-Yves, ça doit être un petit peu frustrant. Bac 2022, chacune de mes copies avait pris 1 point. Des notes majorées à l'insu des correcteurs. Se pose finalement la question, Le Parisien. Polémique sur les notes du bac relevées de façon autoritaire. Ce qui est nouveau, c'est que comme on a dématérialisé la correction, on a donné aux professeurs de la visibilité sur la suite de la correction, explique un représentant de l'État. Rien à voir, circuler, donc c'est pas très grave de... bidouiller, trifouiller avec les notes. Voilà. Alors en fait, traficoter. Oui, alors au départ, l'idée c'est d'équilibrer les résultats entre les professeurs qui notent sévèrement et ceux qui notent de manière plus laxiste. Et en fait, c'est devenu une méthode pour remonter en fait tout le monde, parce que le niveau est tellement bas que si on ne remonte pas tout le monde massivement, eh bien on n'arrive pas à arriver à ces résultats formidables de 90 ou 95% de réussite au bac. En tout cas, bravo à M. Papendaï, qui démarre très bien sur les chapeaux de roue, sur les chapeaux d'une Ferrari thermique, son mandat de ministre... de la rééducation nationale. Alors, vous parlez d'un niveau bas au bac. On en a eu l'exemple assez... je ne sais pas si c'est drôle ou si c'est triste, Jean-Yves, mais passons. C'est ludique, peut-être. C'est ludique, exactement. Justement, des centaines et des centaines de bacheliers en filière Bac Pro se sont plaints sur Twitter et ont exprimé leur désarroi, finalement. Je ne sais pas s'ils connaissent ce mot. Ils ont exprimé leur désarroi face à leur copie en expliquant « on ne savait pas ce que voulait dire ludique ». L'énoncé, c'était « les jeux sont-ils toujours ludiques ?»
Et ça a perdu la moitié des copies de Bac Pro. Et ça a fait un tollé sur Internet. C'est assez drôle. C'est drôle, je ne sais pas. C'est drôle et c'est triste en même temps. Enfin, ça veut dire qu'il y a un problème de transmission de la langue, voilà. Oui. Et que des mots qui étaient assez courants, on va dire, il y a 20 ans ou 30 ans, sont devenus des mots exotiques, peut-on dire. Exotiques, désuets. Bon. Désuets ou exotiques, oui. Peut-être. Alors, les médias ne vous en parleront pas, mais à l'occasion... Jugé désuet par les exotiques, peut-être aussi. Celle-là est excellente. Les médias ne vous en parleront pas, mais à l'occasion de la réception pour la fête nationale russe, Pierre de Gaulle, petit-fils du général, a rappelé les principes de la politique étrangère de Charles de Gaulle, joli coup de l'ambassade de Russie. Qui est-ce que j'ai cité, Jean-Yves, là ? Eh ben, vous avez cité un de mes tweets, puisque moi, personnellement, j'étais présent... à l'invitation pour la fête nationale russe. Et donc, j'ai découvert que le petit-fils du général de Gaulle est intervenu sur une ligne, enfin, qui est la ligne gaulliste traditionnelle, de bonnes relations avec la Russie pour être un tant soit peu indépendant de l'OTAN et des États-Unis. Évidemment, aucun média n'en a parlé, sauf Présent. Sauf Présent, le journal Présent qui, comme chaque jour, finalement, délivre... une analyse pointue et décalée, on va dire. Décalée de l'actualité qui est fort appréciable à lire. Si vous avez des journaux présents dans vos kiosques, ruez-vous dessus, c'est une bonne lecture. Polémique de la marche des fiertés à Lyon, un événement ouvert à tous proposé en alternative. Alors, c'était la semaine des fiertés, proposé en alternative à un événement ouvert à tous. Est-ce que ça veut dire que c'était pas ouvert ? Oui, alors le cortège était très bien ordonné, puisqu'il était découpé par thèmes sexuels, on peut dire, selon les différentes orientations, et par thème racial, puisqu'effectivement, les racisés étaient devant et les blancs étaient derrière. Voilà. Tout ça au nom de l'inclusion, j'imagine. Oui, donc finalement, polémique, un événement ouvert à tous proposé en alternative... Ouvert à tous, mais fermé à certains, quoi. Voilà. Remarquez, est-ce que vous iriez à la marche des fiertés, même si non, je ne réponds pas à tous les critères, manifestement. Je vous lis simplement, pour vous montrer un petit peu le niveau du délire idéologique que ça prend quand même, le visuel du premier cortège, donc celui qui était très excluant et très scindé. Même si vous estimez être bienveillant et déconstruit sur certains sujets, il y a finalement un besoin de la part des personnes concernées c'est-à-dire racisées, d'avoir des espaces réservés pour se sentir libre de parler. De plus, les comportements oppressifs ne sont pas forcément volontaires et conscients lorsqu'on est en situation de privilège. Il faut donc savoir respecter les espaces dédiés à la non-mixité. Ça fait beaucoup de mots pour dire que finalement, on ne veut pas de blancs dans les cortèges, en tête de cortège. Ça ferait mal... ça la foutrait mal sur les affiches, finalement. Les blancs derrière! Les blancs derrière! Les blancs derrière! Les mecs derrière! Merci à tous. On en a fini avec cette revue de presse. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine qui est consacré aux mensonges sur les actualités américaines. Restez avec nous. Une commission d'enquête parlementaire américaine planche actuellement sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 21. Elle a été diffusée en live sur certaines chaînes américaines et heureuse nouvelle donc pour les journalistes français qui ont pu s'adonner à deux de leurs grandes passions, c'est-à-dire la réécriture de l'histoire et les attaques aveugles contre Trump. Assaut du Capitole, les allégations fausses et stupides de Donald Trump. La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole s'est concentrée sur le rôle déterminant de Donald Trump dès le soir de l'élection dans l'incitation de ses électeurs à délégitimer le scrutin. Le scrutin s'est-il délégitimé tout seul ou a-t-il été délégitimé par les électeurs de Trump ? C'est un petit peu la poule et l'œuf, finalement. Enquête sur l'assaut du Capitole, derrière le grand mensonge, la grande escroquerie de Trump, nous dit Libération. Un autre article du Monde, une plongée sidérante dans les mensonges de Donald Trump. Et enfin l'Express, comment Trump a tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite, les dernières révélations. On a cette image de Trump qui a fomenté un coup d'État. Trump putschiste, voilà, c'est ça l'idée. Alors, c'est une commission de la Chambre des représentants américains, dirigée par les démocrates. L'Assemblée nationale américaine, grosso modo. Dirigée par les démocrates, avec un républicain, ou une républicaine plus exactement, anti-Trump.
qui font ça à quelques mois de ce qu'on appelle aux États-Unis les élections de mid-term, qui auront lieu en novembre prochain et qui se présentent très, très, très mal pour les amis de Biden et les démocrates. Donc, c'est une opération de politique intérieure américaine. Mais ce qui est assez caractéristique de la situation actuelle, ce qui s'explique assez bien, puisque la France est un peu un État vassal, c'est qu'on traite finalement maintenant de politique intérieure américaine, beaucoup, dans les médias français. On a beaucoup parlé de Trump, on a beaucoup parlé de Biden, le divin Biden. Et donc, ça s'inscrit tout à fait dans ce schéma. Il faut quand même rappeler que ce qu'on appelle l'invasion du Capitole, c'est plutôt une démarche assez bon enfant. Et quand on dit qu'il y a eu 5 morts, c'est faux, puisque tous les morts qu'on a rattachés à cet événement ont été indépendants de l'événement, notamment un policier qui fait une crise cardiaque 48 heures après. Enfin, il n'y a pas eu de mort, sauf une, qui était une jeune manifestante, vétéran de l'armée, qui a été abattue à bout portant, sans objectivement de raison, à bout portant par un vigile afro-américain gardant le Capitole. C'est le seul mort, mais les médias ont continué de répéter à l'infini le mensonge initial. Et il continue. Je vous invite tous à regarder, si vous avez un petit peu de temps après, le replay du JT de France 2 du 11 mai, qui traite finalement de cette affaire. Alors là, il y a la totale de l'inversion des faits. On nous explique que les violences étaient commises par les manifestants à l'encontre des policiers. Alors certes, elles ont existé, mais on nous décrit un bain de sang monumental, etc., ce qui est objectivement faux. On présente, c'est un portrait JT absolument odieux de Trump qui vous est présenté, avec c'est un putschiste fou qui est responsable d'un coup d'État contre l'Amérique. Enfin, c'est absolument fou. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les témoins de cette commission d'enquête sont des petits morceaux choisis finalement. Ce sont des anciens proches de Trump ou alors des membres de son administration au sens large qui ont rejoint finalement le club un petit peu des traîtres et des parjures en expliquant « j'étais trumpiste, mais sur le coup de la fraude électorale, etc., je ne l'ai pas suivi et il est vraiment responsable d'une tentative de coup d'État ». Tout ça, Jean-Yves, toute cette propagande sur cette fraude électorale qui n'aurait jamais existé, elle tombe à pic. Il y a un film qui s'appelle 2000 Mules, 2000 mules en français, qui montre, avec moult extraits vidéo, qui montrent que des mules, justement, des personnes chargées d'amener des ballots, de bourrer les urnes, etc., ont participé au traficotage de cette élection. Est-ce que ça a été déterminant ou pas? On ne le sait pas vraiment. En tout cas, le film a l'air intéressant et il est extrêmement bien sourcé. Donc qu'on ne nous dise pas, qu'on ne nous dise pas dans les médias français que la fraude électorale n'a jamais existé. On en a des preuves. Non, alors la fraude électorale, elle a toujours existé aux États-Unis. Il y a plusieurs présidents qui ont été élus dans des conditions irrégulières, ne serait-ce que le fils Bush et Kennedy, déjà. Bon, elle a toujours existé. Elle a évidemment existé lors des dernières élections américaines et elle est facilitée par le vote par correspondance, la moitié, et le vote différé, le vote avant le vote. C'est-à-dire qu'il y a des ballots qui restent une semaine, 15 jours avant d'être dépouillés. Il n'y a évidemment aucune garantie de sincérité. Alors, est-ce que ça a changé le résultat ou pas? Ça, on ne peut pas le dire. Par contre, dire que les élections... Pas encore, en tout cas. Dire que les élections américaines ont été absolument parfaites et que ce sont les élections les plus sûres de l'histoire, c'est évidemment une plaisanterie. Il faut dire d'ailleurs qu'en amont de cela, les règles électorales avaient été changées pour faciliter le vote différé et le vote par correspondance. À l'époque, il y avait un bon motif, si je puis dire, le Covid, le saint Covid. Ouais, le saint Covid qui est venu pile au bon moment. Alors, je vous avais promis un bonus, finalement. C'est un autre portrait d'un homme américain que vous connaissez peut-être plus que la majorité des Français, je dirais. Tucker Carlson, le présentateur conservateur de la chaîne Fox News, qui est connu pour être la grande chaîne de grande audience
patriote et conservatrice aux États-Unis, a fait vraiment l'objet d'une présentation dans le même JT absolument odieuse. Je vous laisse regarder les extraits choisis. Tucker Carlson, ses saillies ultra-conservatrices, son antiféminisme assumé et son rire nerveux, tout comme son modèle Donald Trump, Tucker Carlson est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il se pose en champion de l'Amérique populaire. Après la mort de George Floyd, il choisit clairement d'attiser les tensions raciales. Il est aussi climato-sceptique et durant cette pandémie, anti-vax et anti-masque. Les masques sont pour les coupables, ils manifestent la honte et la soumission. Tucker Carlson coche-t-il toutes ces cases par conviction ? Misogynie, né avec une cuillère dans la bouche, mais se présente comme le représentant du peuple, attise la haine raciale, fait tout ça pour l'argent. C'est là, la totale y est, c'est quasiment pire que ce qu'a vécu Zemmour pendant la campagne présidentielle. Alors, ce JT est quand même exceptionnel, parce qu'il a consacré plus de 10 minutes aux États-Unis, 5 minutes contre Trump, 5 minutes contre Carlson, qui est peut-être connu d'un certain nombre de spectateurs du média, mais beaucoup moins de ceux qui regardent le JT. Mais c'est une campagne, parce qu'il y a eu au même moment, alors évidemment c'est beaucoup moins regardé, il y a eu sur France Culture Madame Ockrent, qui a reçu Hillary Clinton, Sainte Hillary, et Hillary Clinton a passé de nombreuses minutes pour dire que le problème aux États-Unis, c'est qu'il y avait, c'était pas seulement Trump, c'est qu'il y avait Fox News. Et qu'est-ce que c'est que Fox News ? C'est tout simplement un média qui n'est pas sur la même ligne idéologique que tous les grands médias. C'est-à-dire que ce que ces gens-là ne supportent pas, aux États-Unis comme en France, c'est qu'il y ait un minimum de pluralisme dans les médias. C'est aussi ce qu'on reproche à la Pologne ou à la Hongrie, d'avoir des médias qui ne sont pas dans la doxa mondialiste et progressiste. Voilà. Il y a véritablement une lutte contre la liberté et la diversité d'expression à travers cette opération. Encore une fois, plus de 10 minutes sur le JT de France 2, sur des affaires américaines et sur le portrait d'un Américain qui est quand même pas très connu en France, on va dire. C'est comme si les Américains faisaient un portrait de 5 minutes le soir du JT sur Gilles Boulot. C'est pas exactement ce qu'il y a de plus pertinent pour leur politique à eux. Et, il est un peu plus fadasse que Carlson quand même, Gilles Boulot. Ah, quand même. Ouais. En tout cas, merci Jean-Yves. Avez-vous un coup de chapeau cette semaine ? Oui, j'ai un coup de chapeau pour Politique Magazine, qui est une revue politique tout à fait intéressante, avec des articles de fond, qui là revient un petit peu sur l'élection présidentielle. C'est une lecture tout à fait intéressante. Merci Jean-Yves, merci à tous d'avoir regardé cette édition anniversaire d'Immédiat jusqu'à son terme. Je vous invite à la commenter, la partager et puis à l'aimer, à vous abonner et puis à faire un don pour soutenir TV Liberté, encore une fois. Merci à tous et surtout merci à nos contributeurs qui ont regardé tous les JT qu'on vous a montrés.